professeur Majid Tapti, vous êtes professeur en psychiatrie, vous êtes chef de service pédopsychiatrie à l'hôpital de Cheraga. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. C'est moi, merci, c'est avec plaisir. Sahar Mdanek encore une fois. Donc, Merci. le thème aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il m'a été demandé plusieurs fois par plusieurs personnes qui souffrent donc d'irritabilité, parfois de somnolence pendant le mois sacré. Donc aujourd'hui, on va en parler avec vous. Qu'est-ce qui se passe mentalement, avant d'aller dans le détail, qu'est-ce qui se passe mentalement pendant qu'on jeûne? Ah, très bien, bonne question. Et vous savez, quand une personne jeûne, surtout pour nous les musulmans, donc quand même c'est 30 jours de jeûne, il y a toute une perturbation biologique, physiologique, biochimique, cérébrale, qui a bien sûr un impact sur le cerveau. Vous savez, la maturation cérébrale, c'est un ensemble de connexions qui ne se fait qu'avec une connexion à base de médiateurs et entre autres alimentés bien sûr par le glucose. Donc quand on jeûne, il y a ces connexions qui sont un peu déconnectées, ça entraîne des perturbations mentales, surtout quand c'est associé aussi, associé au sommeil, quand quelqu'un ne dort pas, surtout pour les gens qui sont addicts au café, à la cigarette et entre autres. Donc on développe des troubles du comportement, voire des troubles des conduites, donc qui se manifestent physiquement par une anxiété, une irritabilité, une insomnie, parfois des agressions verbales, parfois un manque de concentration, un manque d'attention, et tout ça donc c'est un peu l'accoutumance. Vous savez, il y a deux types d'accoutumance, l'accoutumance psychologique et l'accoutumance physique. Donc dans l'accoutumance psychologique, ce manque, c'est l'état de manque qui fait manifester à la personne tout un cortège de signes somatiques et surtout psychologiques. Et c'est ce qu'on voit, malheureusement chez nous, quand on circule dans les artères d'Alger ou ailleurs, les jeûneurs, vers les coups de 16h, 17h, ils arrivent à faire des hypoglycémies. Donc, à ce niveau-là, le cerveau en lui-même n'est pas irrigué comme convenablement en glucose, et toute la machine donc, biologique du corps humain, elle est très perturbée, et c'est ce qui se passe quand bien sûr, on est en hypoglycémie. Alors, vous savez, on jeûne approximativement 15 heures, ce qui est beaucoup. Donc, en dehors de la difficulté de ne pas boire et de ne pas manger, certains jeûneurs fument, certains sont addicts au café noir, au thé. Certains, on va le dire, c'est contradictoire, mais certains jeûnent et prennent d'autres substances, comme des drogues douces. Donc, pendant 15 heures, ne rien prendre, quels sont les symptômes et les effets de sevrage? Ben oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire que déjà pour un jeûneur, 16 heures de jeûne, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais quand c'est encore associé à des addictions au tabac, au café, même des psychotropes et la drogue, moi-même je suis un peu addict au café. Je pense que tout le monde est addict au café. Donc du coup, quand il y a cet état de manque, il y a un état de manque. Quand le seuil de sévérité il est atteint, la personne va développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des manifestations cliniques, physiques, à type donc d'une personne qui va ressentir des secousses musculaires, qui va sentir, il y a son corps qui réclame la substance. On est dans ce qu'on appelle une accoutumance physique. Mais quand c'est le psychologique, il a besoin de ce produit, il y a une manifestation psychologique faite de symptômes mentaux. Donc, dans les symptômes mentaux, vous avez très souvent le signe commun, c'est l'irritabilité, c'est l'anxiété, c'est la dépression, c'est cette envie de ne rien faire, c'est un peu le retrait. Et ça y va jusqu'à la dépression. Donc, c'est un état de manque, 16 heures, c'est énorme, surtout pour les gens qui sont addicts. J'en parle, il y a des gens qui prennent 2 paquets de cigarettes par jour, il y a des gens qui prennent 6 à 7 tasses de café par jour. Donc, quand le corps humain, il n'y a pas de connexion avec la substance addicte, donc
il va réclamer cette demande et cette demande, bien sûr, elle est manifeste par des signes psychologiques et par des signes physiques. C'est pour ça que vous avez des personnes physiquement tendues, vous avez des personnes qui tremblent, il y a des tremblements, il y a de la sueur, il y a des secousses musculaires. Ça veut dire que le corps a atteint son paroxysme et c'est pour cela que par la suite, très souvent, les jeûneurs qui aident le Maghreb, vous allez voir qu'il va fumer la cigarette parce qu'il est obligé de doper et de donner cette drogue parce que ça se passe au niveau donc des synapses sur le plan chimique. Il y a des médiateurs de la noradrénaline, surtout de la dopamine. Et quand les récepteurs sont saturés au moment de l'adhan, la personne s'apaise au bout de quelques minutes. Voilà. Est-ce que cette addiction est différente d'une personne à une autre? Oui et non, parce que quand vous prenez, bien sûr, ça dépend de beaucoup de paramètres, parce qu'il y a des vulnérabilités individuelles, il y a des vulnérabilités familiales, et vous savez, chaque personne diffère d'un autre. Mais sur le principe, il n'y a pas une grande différence, parce qu'à partir du moment où on est tous conçus de la même manière, ce qui diffère par contre, c'est un peu l'accoutumance, par exemple, je parle de la cigarette, une personne qui prend 1 à 2 prises jour, c'est pas comme une personne qui prend 2 paquets jour. Donc, le degré de demande de la drogue, si je me permets d'appeler ça de la drogue, est différent d'une personne à une personne. Et également aussi, il y a des facteurs d'âge. Un adolescent et un adulte et un sujet âgé. Il y a aussi d'autres maladies. Si la personne n'a pas d'autres maladies, par exemple, si la personne aussi elle est sous l'effet d'autres médicaments. Donc, mais grosso modo, pratiquement, c'est le même principe. Et c'est le même principe aussi quand on parle de café, de thé, de drogue douce, comme je le disais tout à l'heure, ou de tabac, c'est pareil? Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Vous savez, par exemple, c'est pas la même chose quand vous dites de psychotropes ou des drogues. Il y a des gens qui prennent du cannabis. L'addiction au cannabis. Bon, sur le principe biochimique, oui, je suis entièrement d'accord. Mais sur les effets néfastes sur le corps, ce n'est pas la même chose. Vous allez prendre, par exemple, les effets que fait le tabac sur le corps humain, sur notre corps. C'est pas les mêmes effets que ceux des drogues. Et surtout quand je parle, par exemple, des drogues dures, de l'héroïne, de la cocaïne, c'est entièrement différent. Vous savez, être addict au café, c'est pas la même chose que la cigarette. Les dégâts causés par la cigarette sur le corps humain, vous avez quelque chose comme 30 maladies engendrées. Le café, non. Même si vous êtes addict, très souvent, c'est un peu léger. Mais sur le principe lui-même, l'addiction donc génère des mécanismes d'action exactement les mêmes. C'est un système de récompense qui se passe au niveau de l'hippocampe, au niveau du cerveau. L'état de manque lui-même est généré par les mêmes médiateurs et par les mêmes mécanismes. Mais quand la substance, elle diffère, bien sûr, évidemment, l'impact psychologique et l'impact physique sur la personne, bien évidemment, il n'est pas le même. Professeur Tapti, moi je me pose une question. Personnellement, je ne fume pas, je ne prends pas de café noir, je suis plus addict au sucre et à la nourriture qu'autre chose. Mais pour un fumeur qui s'abstient pendant 15 heures ou 16 heures par jour et qui le fait pendant 30 jours, est-ce que ce n'est pas, on n'y voit pas peut-être une opportunité d'arrêter, de stopper la cigarette? Vous savez, moi j'ai toujours conseillé aux gens parce que pourquoi arrêter le tabac, c'est quelque chose qui est facile mais qui n'est pas facile en même temps. Je conseille un peu à mes patients, aux gens aussi, de faire ce qu'on appelle un arrêt brutal. Parce que pour arrêter la cigarette, il faut qu'il y ait de la motivation. Et cette motivation, bien sûr, elle est soutenue par plusieurs facteurs. Donc, vous savez, l'addiction, c'est un piège. On sait comment rentrer, mais on ne sait pas comment sortir. Le problème, il est là. Et moi-même, j'étais un ancien fumeur, peut-être je peux parler. Le jour où j'ai arrêté la cigarette, c'était brutal. C'est-à-dire que le syndrome motivationnel, il est très important chez un individu. C'est-à-dire que quand une personne
voir réellement ce qui se passe. C'est-à-dire que l'information, je disais tout à l'heure que c'était soutenu. C'est pour ça que le rôle de l'information, elle est très importante. Moi, je dis, par exemple, un ancien fumeur, quand vous lui montrez des choses, quand il voit des choses à la télévision, ou bien il voit les gens qui sont décédés par exemple, par le cancer du poumon, ou bien les cancers drainés par le tabac, c'est des informations qui vont donner à réfléchir aux patients. C'est pour ça que le contexte où vit le tabagique, il est très, très, très important. Et c'est pour ça, très souvent, pour arrêter, il faut peut-être faire des séances de travail avec les ex-fumeurs, des gens qui ont 30 ans, 40 ans de tabac. Mais je conseille, il y a des gens, par exemple, ils vous disent, moi, durant ce mois de Ramadan, je vais faire une résolution d'arrêter la cigarette. Mais à vrai dire, c'est une résolution psychologique. C'est-à-dire, quand il essaie d'arrêter au bout de 16 heures de jeûne, par exemple, ou 2-3 jours, dès que les premiers symptômes commencent à apparaître, l'état de manque en lui-même, ça devient insupportable. Donc, cette volonté d'arrêter, même si elle existe, mais elle n'est pas appuyée par l'information et par la motivation et par la famille et par les facteurs extérieurs, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de rechutes. Et il y a beaucoup de rechutes. Vous savez, par exemple, chez un adolescent, le fumer de tabac réside dans l'expérimentation. Donc, il suffit, par exemple, qu'il arrête la cigarette pendant 3-4 mois, même avec cette motivation soutenue, il suffit qu'il fasse une petite fiesta avec ses copains, donc il va goûter encore à la cigarette et replonger. Donc, c'est des cas par cas, mais très, très souvent, la personnalité de l'individu joue un très, très, très grand rôle. Moi-même, je vous le dis, moi, j'ai fumé pendant 15 ans. Le jour où j'ai arrêté, j'ai jamais refumé parce que j'avais décidé. C'est pour ça que le mental est très important. Alors, pendant Ramadan, dites-moi, professeur, comment on fait pour gérer ce manque de nicotine, de caféine et toutes ces substances? Ah ben, je ne sais pas, est-ce que je peux donner mon exemple, hein? Moi, par exemple, je suis un peu addict au café. Je prends régulièrement 2 à 3 cafés. Bon, c'est pas beaucoup, mais quand même, les premiers jours du Ramadan, ça a été un peu difficile pour moi parce que c'est une grande drogue, hein, qu'on le veuille ou pas. Les mécanismes d'action de la caféine sont exactement comme les mécanismes d'action de la nicotine ou autre chose. Moi, pour le café, par exemple, je dis il faut prendre son café au moment du suhoor pour un peu couvrir un peu ses horaires, 16 heures de jeûne. Écoutez, l'état de manque qui se manifeste généralement les 2-3 premiers jours, mais très souvent, beaucoup d'addicts au café ou bien à la cigarette tombent dans le piège, c'est-à-dire qu'ils jeûnent pendant 16 heures, ils ne prennent rien du tout, mais ils compensent le soir. Donc ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'il y aura une saturation nicotinique, il y aura une saturation des récepteurs et très souvent, donc, ça peut induire des malaises, ça peut induire des lipothémies, ça peut induire beaucoup de choses néfastes sur la santé. C'est pour ça que je dis aux gens, oui, le jeûne est une opportunité d'arrêter de fumer ou d'arrêter de prendre des addictions, mais à condition que durant ce mois, il est préférable d'être accompagné par un médecin et d'avoir cette motivation, parce que le jeûne, quand même, ne pas fumer pendant 16 heures est déjà un acte courageux d'y arrêter. Beaucoup de gens arrêtent durant le mois de Ramadan, mais la volonté toute seule, je pense que ça ne suffit pas trop. Ne suffit pas. Et vous parlez justement de caféine qui est pareil que la nicotine. Est-ce que par exemple le sucre, parce que moi j'ai lu beaucoup d'études qui qualifient le sucre étant comme une drogue qui est beaucoup plus difficile à arrêter que vous parlez de cannabis ou autre drogue ou même la poudre addict. Oui, beaucoup d'études hein, maintenant, vous savez, avec les dégâts causés par le sucre sur la santé humaine, quand on sait que le sucre, il est un peu le vivier, le réservoir de cellules néoplasiques cancéreuses, on est à des stades de recherche, en dehors de diabétiques, en dehors des maladies engendrées, de l'obésité, tout ce qui s'ensuit. Le sucre, effectivement, les recherches ont bien prouvé que l'addiction au sucre, elle est d'abord familiale et en même temps, elle commence à un âge très, 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 très jeune. Hein. Vous savez, il y a des enfants qui sont… C'est pour ça que maintenant, il est fortement déconseillé de donner ce qu'on voit maintenant,
les enfants qui prennent des sodas, qui prennent des goûters au chocolat, qui prennent… Oui, c'est pas interdit, mais aujourd'hui, les études ont montré que ces enfants, ces adolescents risquent de devenir addicts au sucre par la suite. Et on le voit durant le mois sacré du Ramadan. Oui. Beaucoup de personnes vont de jeûner avec une shorba chaude et tout. Ils préfèrent prendre, par exemple, une pâtisserie ou bien une bouteille de limonade. Et effectivement, le sucre est une addiction, mais probablement, et je pense que les mécanismes d'action ne seront pas les mêmes que celui de la nicotine ou bien du café ou bien autre chose. Mais effectivement, c'est une bonne question parce que le sucre, maintenant, il est impliqué dans pas mal de pathologies et je pense qu'il n'induit pas, comment on appelle ça, un état de manque aussi rapide. C'est-à-dire que le flash du sucre n'est pas aussi rapide que celui de la nicotine, ou bien celui du café, ou bien celui du… C'est une autre forme d'addiction. Alors, on va parler d'autres choses qui perturbent un petit peu le rythme et notre hygiène de vie en temps normal, mais pendant le Ramadan, ce n'est plus pareil. On va parler des troubles du sommeil. Vous savez que le cycle du sommeil est complètement perturbé pendant le mois sacré. On se réveille au suhour, parfois il y en a qui ne se rendorment pas, parfois il y en a qui veillent. Donc, le cycle du sommeil est carrément perturbé. Comment expliquer cette relation entre Ramadan et le sommeil? Ben déjà, l'horloge biologique en elle-même, hein, donc elle est tributaire du cycle jour et nuit. Donc vous savez, quand la personne elle est éveillée le soir et elle dort la journée, il y a complètement cette horloge biologique qui est perturbée. Donc quand l'horloge biologique elle est perturbée, naturellement les choses sont faites naturellement que la lumière du jour et la nuit sont à l'origine de l'induction d'un sommeil la nuit. Il y a la sécrétion de la mélatonine, par exemple, le soir, qui permet à l'individu d'avoir sommeil et d'y aller dormir. Mais quand il y a beaucoup de sécrétions, c'est du cortisol, c'est de la mélatonine, donc tous ces mécanismes biologiques sont fortement perturbés. Donc, du coup, vous allez dormir la journée, vous allez être en super forme le soir. Bien évidemment, c'est un retentissement psychologique très intense, c'est un retentissement biologique, un retentissement sur la santé de l'individu comme il n'y en a pas. Et l'exemple, il est clair. Je cite cet exemple, j'ai l'habitude de le donner aux étudiants. Ce sont les travailleurs postés. Ce sont les travailleurs qui travaillent la nuit. Les gens qui travaillent la nuit, vous savez, ils ont de gros problèmes de santé juste avant la retraite, au moment de la retraite, beaucoup de maladies, parce qu'il faut savoir une chose, que le sommeil est générateur de la santé. Et je parle de la santé à moyen terme et à court terme, à long terme, pardon. Mais maintenant, les effets, on parle parce qu'on est en mode de Ramadan, les effets sont terribles. On le voit aujourd'hui quand on voit les accidents domestiques à la maison, quand on voit les accidents de voiture, tout est relié à un manque de sommeil. Il suffit que nous-mêmes, durant ce mois de Ramadan, quand on ne fait pas nos 8 heures de sommeil, parce que la moyenne, c'est 7 à 8 heures. Après, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les courts dormeurs et les longs dormeurs. Mais avec tous ces problèmes de sommeil, quand vous êtes addict à la cigarette, vous voyez, donc ça devient réellement un cocktail toxique. Et ça, bien sûr, c'est un retentissement très intense. Bien sûr, après, vous avez des problèmes cardiaques, vous avez des problèmes respiratoires, vous avez beaucoup de problèmes qui sont générés par le manque du sommeil. Et quels sont vos conseils justement pour retrouver un certain équilibre? Oui, bonne question. C'est vrai, je me pose toujours cette question à moi-même. C'est vrai que c'est une équation difficile. Jeûner et avoir un sommeil, c'est une équation assez difficile. Mais à mon avis, il faut quand même essayer de se rapprocher des 7 heures du sommeil. Même si vous ne faites pas les 7 heures, vous faites les 6 heures, essayez de dormir à des horaires fixes et essayez de se réveiller à des horaires fixes. Alors, je le dis très souvent à mes patients qui viennent me voir, ne dépassez jamais minuit. Parce que vous savez, le vrai sommeil, si on parle du sommeil, si j'ai un peu de temps, ce sont des cycles du sommeil. Les cycles du sommeil, le sommeil réparateur, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal, il intervient avant minuit. Donc, si vous ne faites pas le cycle du sommeil paradoxal, c'est ce qu'on appelle le sommeil profond, 1h30, vous ne la faites pas avant minuit, vous dormez à 2h, 3h du matin,
vous n'avez pas un sommeil réparateur, même si le lendemain, vous vous réveillez à 2 heures de l'après-midi. Donc, les conseils que je donne, d'abord, il faut avoir une hygiène de vie. D'abord, une alimentation qui est saine. Même aujourd'hui, quand on voit la table hyper garnie avec donc des hyper caloriques, avec des lipides, des glucides et tout ce qui s'ensuit, il faut savoir. Il y a un lien entre l'alimentation et le sommeil? Ben oui, c'est pour ça que le soir, il est plus que recommandé de ne pas trop manger. Parce que le métabolisme, le catabolisme de tout ce que vous avez mangé à 19h30 prendra au minimum 8 heures de temps. Quand vous mangez léger, vous avez un meilleur sommeil. Mais quand vous mangez avec un ventre plein, avec de la zlabia, avec du qalbullouz, avec toutes sortes d'apports caloriques inutiles, certainement, le sommeil est très perturbé. Parce que vous avez posé tout à l'heure la question sur les addictions. C'est la même chose pour le sommeil. C'est une forme d'addiction et quand vous avez un corps qui est toxifié par la nourriture et par les addictions extérieures et par l'environnement, sachez que votre sommeil est perturbé. Le sommeil est générateur de la santé. Quand votre sommeil est perturbé, vous savez, comme le sommeil, comme l'alimentation et même la sexualité, ce sont des fonctions instinctuelles. Ce sont des fonctions qui sont générées par le corps humain et vous n'avez pas un contrôle sur ça. Donc, quand vous perdez le contrôle de votre sommeil, vous perdez le contrôle de votre alimentation, donc vous avez votre santé qui prend un coup. Et si votre santé prend un coup, bien évidemment, il y a un retentissement sur la famille, un retentissement sur le couple et sur la société. Docteur, professeur, je profite de l'occasion de vous avoir aujourd'hui avec nous pour vous poser cette question. On sait qu'il y a de nombreux travaux qui ont exploré l'impact du ramadan sur la santé, mais très peu d'études sur le ramadan et les troubles psychiatriques ou les troubles psychologiques. Elles sont très peu nombreuses en tout cas. Est-ce que, par exemple, il y a un impact direct du ramadan sur, par exemple, les troubles bipolaires? Oui, vous savez, la maladie mentale, c'est pas comme les maladies somatiques, même si elles se ressemblent un peu dans le fait. Mais dans la maladie mentale, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, nous, quand on reçoit, par exemple, je prendrai les pathologies lourdes de la psychiatrie, vous avez les troubles bipolaires, vous avez aussi les processus dissociatifs, en l'occurrence la schizophrénie, et j'en passe d'autres pathologies. Bien évidemment, peu d'études ont été faites. Vous savez, les études qui sont faites, donc elles sont faites dans les pays qui ne jeûnent pas. Donc vous avez compris. Donc chez nous, en Algérie, on n'est pas encore au stade de faire des études bien spécifiées par rapport aux troubles de l'humeur, parce que quand vous parlez de la bipolarité, c'est des troubles de l'humeur. Donc, quand vous avez un patient qui est bipolaire, vous savez, la bipolarité, c'est un peu cette succession de phases maniaques et de phases dépressives. Donc, il y a des troubles de l'humeur. Et quand il y a un jeune, quand déjà la personne... C'est pour ça qu'on conseille à nos patients de ne pas faire carême, de ne pas jeûner pour les bipolaires, parce qu'ils ont des prises de médicaments quotidiennes qu'il faut vraiment respecter. Ils sont sous antipsychotiques, ils sont sous de thymorégulateurs. Donc, quand on jeûne, un bipolaire par exemple qui va jeûner, bien sûr, donc ça va impacter son humeur. Donc, s'il est dans l'état maniaque, ça va décompenser. Il y a une décompensation de l'état maniaque. Si je me permets d'expliquer, c'est quoi? C'est la désinhibition physique, c'est la désinhibition de l'humeur. Et quand il est dans la phase négative ou la phase dépressive, ben, il y a le risque suicidaire. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Et ce que je peux vous dire en tant que psychiatre, je conseille vivement aux gens qui ont des maladies chroniques, à type de la bipolarité ou de la schizophrénie, et qui ont des médicaments, des prises quotidiennes à prendre, il est fortement déconseillé de jeûner parce que les conséquences sont parfois dramatiques, un retentissement personnel et un retentissement sur la famille. Ce que vous dites soulève donc une autre question. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, moi je ne les ai pas, mais je sais qu'en tout cas on compte de plus en plus de cas de dépression en Algérie. Est-ce que la dépression annule le jeûne? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure dans votre question précédente. Maintenant, la dépression
si elle rentre dans le cadre de la bipolarité ou bien c'est une dépression récurrente. Tout est lié maintenant. C'est pour ça que dans la dépression, dans la bipolarité, enfin, dans toutes les pathologies chroniques, hein, vous savez, un diabétique, il peut gêner, bien sûr, il peut jeûner à condition que son médecin, il est équilibré, il prend ses médicaments, donc il fait sa glyquée. C'est la même C'est chose pour pareil un pour état un dépressif. oui, un état dépressif, oui, un état dépressif, par exemple, si le médecin juge que son humeur, elle est stable, qu'il n'y a pas d'idée suicidaire, qu'il n'est pas dangereux pour lui-même et pour les autres, et que la prise quotidienne de ces médicaments n'influe pas sur le jeûne, bien sûr qu'il peut jeûner, il n'y a aucun problème, parce que s'il prend son médicament, il prend le soir, il dort bien, c'est là où je dois encore parler, mettre le curseur sur ça, c'est l'hygiène de vie qui est très importante. Maintenant, si vous avez un état dépressif, vous êtes un bipolaire, et en plus, vous ne dormez pas, et en plus, vous ne prenez pas vos médicaments, bien sûr, il y a un risque de rechute. Et à partir de là, il n'y a aucun médecin qui va vous conseiller de faire le jeûne. Maintenant, si le malade, il est assidu, il prend son traitement, il respecte une hygiène de vie exemplaire, et puis surtout, très important dans la pathologie mentale, autre chose qui rentre en jeu, c'est un peu le contexte familial. Il y a une bonne autorité familiale, il y a une bonne insertion familiale. Franchement, bien stabilisé, il n'y a aucun problème, il peut jeûner. Vous avez des chiffres, des statistiques par rapport au cas de dépression en Algérie, approximativement au moins? On n'en a pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en nette progression. Voilà, c'est en nette progression parce que c'est un véritable fléau, un problème de santé publique et un fléau social algérien. On en voit beaucoup, personnellement, j'en vois beaucoup. Nos confrères aussi. La dépression elle a un taux de mortalité très important parce que c'est suicidaire, donc il y a beaucoup de suicides dans la dépression, que ce soit dans la bipolarité ou dans la dépression pure. Mais en tous les cas, c'est un véritable problème de santé publique mondiale. Et on l'a vu surtout durant cette période de confinement, hein, cette période de coronavirus pendant plus d'une année maintenant. Le nombre d'états dépressifs qui sont, vous savez, la dépression, il y a plusieurs sous-types, il y a plusieurs types, que ce soit endogène ou bien exogène. Mais effectivement, on en voit beaucoup de plus en plus. Et aussi, il y a le contexte social actuel, hein, il y a la rétrocession actuelle et tout. Ce sont des facteurs d'environnement qui sont très aggravants et qui sont impactants sur la dépression. Mais effectivement, je crois qu'il est temps qu'on réagisse un peu par rapport à ce fléau national et voire mondial, la dépression. Je pense que ça sera, vous savez, les médicaments aux États-Unis qui sont le plus vendus, ce sont des antidépresseurs. Donc même chez nous, bon, malheureusement, on n'a pas d'études épidémiologiques, on n'a pas de statistiques, mais il est temps vraiment d'y pencher à ça. Alors, avant de passer aux questions des internautes que nous avons enregistrées, donc j'aimerais vous poser une dernière question, professeur, si vous le permettez, qui englobe un petit peu tout ce dont on a parlé, parce qu'il faut savoir que l'objectif premier de cette série d'interviews que je fais a pour but donc d'informer évidemment, mais aussi de sensibiliser les gens sur certains fléaux. Donc moi j'aimerais qu'on récapitule un petit peu tout ce qu'on a dit et faire le lien avec toute cette irritabilité, cette nervosité qu'on voit dehors, qui cause parfois des bagarres, parfois des accidents de la route, qui mènent parfois jusqu'à la mort. Donc j'aimerais avoir votre avis et vos conseils pour éviter ce genre de comportement. Je crois que c'est une question qu'on se pose tous, hein, parce que quand on est dans la rue, on est exalté, on est un peu déçu. Bon, le jeune, hein, franchement, je vous le dis, n'explique pas du tout ces comportements déviants, que je trouve que ce sont des comportements antisociaux. Donc, du coup, durant le ramadan, je crois qu'il faut être pieux, c'est la première des choses, la ibada. La deuxième des choses, le bon Dieu a dit que jeûner n'est pas compatible avec tout ce qu'on voit à l'extérieur. Et aussi, il y a une chose très importante. Moi, je pense qu'on jeûne, oui, effectivement, mais durant le mois de Ramadan, ce que je conseille, moi, aux gens, c'est de travailler. Il faut travailler. Parce que quand on ne travaille pas, bon, pour les gens qui ont du travail, moi, je pense que vaut mieux se lever à 8 heures du matin, à 7 heures du matin et aller travailler. Déjà, c'est une occupation.
Donc, quand il y a cette occupation, donc il y a, il y a pas cette, comment dire, il y a pas ce vide, quoi. Il n'y a pas cet ennui. Et puis, respecter l'hygiène de vie. Vous savez, dans la vie, c'est pas sorcier. Nous avons 24 heures. 8 heures sont faites pour le sommeil. 8 heures sont faites pour travailler et 8 heures sont faites pour les divertissements. Si on arrive, c'est une équation difficile, peut-être les internautes vont me dire ça. Oui, d'accord, je comprends. Mais quand on arrive à avoir une hygiène de vie, je suis désolé, en jeûne, je dors à 23 heures, je me lève à 7 heures, 8 heures, j'ai fait mes 8 heures et je fais mon travail. Vous voyez, et surtout, il faut éviter tout ce qu'on en avait parlé tout à l'heure. Ce sont ces addictions. Vous savez, c'est l'état de manque qui fait aggraver, ça devient un cocktail toxique. Vous savez, quand vous êtes addict au cannabis, par exemple, et que vous ne pouvez pas prendre votre prise toxique durant la journée, donc les dégâts, ils sont là parce que c'est l'état de manque et vous ne pouvez plus être dans le contrôle ni de votre corps, ni de votre cognition. C'est pour ça que le mois de Ramadan, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail personnel. Il faut aussi que la famille, c'est très important, la famille et la société. Maintenant, bien sûr, ben oui, la famille, c'est très important. Quand vous avez, je parle des adolescents aujourd'hui, au moins, les parents n'ont plus le contrôle sur leurs enfants entre 12 ans et 18 ans. Je suis désolé, quand vous avez un adolescent qui est à l'extérieur, il ne rentre pas à minuit, je suis vraiment désolé. Si votre enfant qui a 12-14 ans, il veille jusqu'à 4 heures du matin, il y a une responsabilité qui est partagée. Donc, vous voyez, c'est tout un travail qu'il faut faire et je vous remercie beaucoup pour ce travail de sensibilisation. Bon, parfois, c'est tout à fait normal. Donc, il y a des éclats de bagarre, on les voit, ça n'explique pas. En tous les cas, mon message, le jeune n'explique pas ces troubles du comportement. En aucun cas, il ne peut les expliquer. De toute façon, je crois que la religion, elle a bien apporté des éclaircissements par rapport à ça. Et je dis, en étant médecin, moi je dis aux gens qui ont des pathologies chroniques, avant de faire votre carême, il est très important de consulter votre médecin parce que très souvent, quand vous avez aussi des diabétiques, vous avez des hypertendus et qui font un jeûne et qu'ils n'arrivent pas à être équilibrés, bien sûr, il y aura ces manifestations de troubles de conduite, il y aura de l'agressivité, il y aura beaucoup d'irritabilité qui peut, elle, par contre, s'expliquer quand on a des maladies, des pathologies chroniques. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. On passe tout de suite aux questions des internautes. Je vais vous les citer. Alors, c'est une question de Adel qu'on avait sur le direct précédent qui vous demande « Moi, je suis addict à la nicotine. Je passe d'un état calme à un état nerveux pendant le ramadan. Que dois-je faire ?» Le meilleur conseil, c'est qu'il arrête d'abord de fumer. Hein. C'est mon premier conseil. Mais ce que je peux, c'est-à-dire lui conseiller, ben oui, il passe de l'état de calme à un état d'irritabilité et vice-versa. C'est ça l'état de manque. Hein. Quand vous êtes apaisé, vous avez pris votre cigarette, la nicotine, elle est dans vos cellules. Bien sûr, vous êtes apaisé. Il y a cette sensation de plaisir. Vous avez acquis votre plaisir. Mais bien sûr, quand la nicotine vous manque, il y a tout ce tableau clinique qui se manifeste. Mon premier conseil, c'est d'arrêter. Mais je conseille beaucoup à ces gens aussi de faire une activité sportive. Dans la limite du possible, une activité sportive. Et très souvent aussi, il y a beaucoup de jeûneurs, ils prennent leur cigarette, au moins apaiser cette tension qui va couvrir les 8 heures. C'est pour ça que c'est important. Je conseille aussi, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, il faut éviter par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, pendant 16 heures, vous n'avez pas fumé, vous allez prendre 2 paquets le soir. Donc, vous allez saturer, vous allez avoir une saturation. Donc, du coup, durant la journée, la demande elle sera plus importante. Alors, on passe à la question de… Oui, pardon. Oui. Je disais, pour les gens qui sont fumeurs, il est important d'espacer les cigarettes le soir. Si vous avez l'habitude de fumer, par exemple, un paquet, essayez de réduire à un demi-paquet. Essayez de fumer le moins possible le soir. Comme ça, le flash en lui-même, il sera amoindri durant la journée. Alors, question de Sonia. Sonia qui est accro au café noir. J'ai l'habitude de diminuer ma consommation environ 1 mois avant le ramadan, mais j'ai quand même les effets du manque de caféine pendant le ramadan. Que faire de plus?
D'abord, elle a pris une excellente initiative parce que c'est vrai, elle a anticipé l'événement lui-même. C'est ce que j'ai fait moi-même d'ailleurs. Je suis un peu addict au café. Moi, je lui conseille franchement de se lever et de prendre un café au matin. Ça va au moins la couvrir durant. Parce que si elle peut arrêter le café, c'est tant mieux, hein, ça reste une drogue. Mais c'est pas évident d'arrêter le café durant le mois de Ramadan. Mais je lui conseille de prendre sa dosette de café au moment du sahur. Ça peut la couvrir durant la journée. Et je conseille toujours aux gens de ne pas être oisifs, d'avoir une activité sportive, c'est très important, de ne pas rester seul et de ne pas surtout y penser au café. Le fait d'y penser à sa prise de café, ça va générer toute cette tension psychologique. Donc, s'occuper l'esprit en quelque sorte. Alors, Absolument. question Ouais. de Mohamed. Mohamed qui vous dit comment gérer le manque de sommeil, comme on veille jusqu'à l'aube. Est-ce conseillé de faire une sieste? Bah, ça dépend, notre ami Mohamed, de ce qu'il fait. Maintenant, s'il ne travaille pas, bien évidemment, il ne peut pas résister, il va faire sa sieste. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je suis désolé, il faut dormir avant minuit au maximum, hein. Maintenant, si vous veillez à l'aube, vous ne travaillez pas, comment vous allez vous réveiller à 8 heures du matin? Ce n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, la sieste, elle s'impose d'elle-même, hein. C'est plus qu'une sieste, de toute façon. Il va avoir ce qu'on appelle une inversion du rythme nictéméral, hein. Il va dormir toute la journée et être en forme la nuit, hein. Mais il doit corriger. Je pense qu'il doit se fatiguer la journée, hein. Ben oui, parce qu'il ne travaille pas. S'il travaille pas, il va pas épuiser toute son énergie, donc il pourra pas dormir le soir, c'est pas possible. Très bien. Alors, question de Sonia encore. On entend souvent que les heures de sommeil d'avant minuit sont les plus précieuses. On en parlait tout à l'heure. Ouais, Or, pendant le ouais. ramadan, c'est pas évident de s'endormir tôt. Des astuces pour rattraper ce manque de sommeil réparateur? Oui, moi je sais pas maintenant. Vous savez, chaque cas est un cas. Bon, pour notre amie Sonia, je pense que il est recommandé pour elle de dormir avant minuit. Maintenant, si elle n'arrive pas à dormir avant minuit, je pense qu'une sieste doit s'imposer en fin de journée, vers les coups de 16 h, 17 h. Bien sûr, ça Mhm. dépend des responsabilités de chacune et des autres, mais effectivement, une cure de sommeil de 30 minutes à 1 heure en fin d'après-midi peut être salvatrice. Alors, la question de Saïd, une question intéressante. Les spécialistes préconisent souvent le recours au patch pour arrêter de fumer ou encore prendre de la mélatonine en comprimé afin de mieux dormir. Y a-t-il un risque d'addiction à ces molécules? Non, non, il n'y a pas de risque d'addiction, mais ce que je conseille, moi, en tant que médecin, il faut éviter l'automédication. Vous n'avez pas le droit d'y aller acheter de la mélatonine et de la prendre sans avis médical, même pour les patchs. L'automédication, elle est strictement déconseillée, elle est très, très, très dangereuse. Si vous Mhm. avez, oui, vous voulez arrêter de fumer, c'est bien, c'est une motivation qui est excellente. Mais quand vous n'y arrivez pas, l'assistance par un médecin, elle est fortement recommandée. On peut vous prescrire parce que durant l'état de manque, que ce soit pour le café, que ce soit pour des drogues, que ce soit pour l'alcool, le médecin vous accompagne avec des médicaments. C'est-à-dire quand il y a Mhm. cette accoutumance physique qui commence à se manifester. Vous avez des douleurs arthralgiques, vous avez des douleurs aux pieds, vous avez des douleurs au niveau des muscles, vous avez des maux de tête intenses. On vous préconise un traitement qui va vous accompagner. En quelques mots, vous allez souffrir beaucoup moins. Mais s'acheter de la mélatonine pour dormir, moi, franchement, je conseillerais jamais ça. Alors, question de Sidali. Le ramadan peut-il être l'occasion propice pour arrêter de fumer? Oui, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, oui, oui, absolument. Mais il faut qu'il y ait d'abord cette volonté et qu'elle soit soutenue par beaucoup de facteurs, d'autres facteurs. Oui, je connais beaucoup de gens durant le mois sacré du Ramadan qui ont arrêté de jeûner, mais ils le disent, entre le dire et le fait, ça fait deux. Très souvent, juste après le Ramadan, un mois, ils rechutent et ils décompensent. Donc, vous voyez, le phénomène d'arrêter une drogue est un phénomène très complexe, mais en même temps très facile. Mhm. Moi, je pense que dans tout ça, il faut qu'il y ait une volonté d'arrêter. Et je préfère arrêter d'un seul coup que de se dire, je fume une cigarette une journée, je m'arrête de trop. Non, ça ne marche pas trop, ça.
Pour arrêter, il faut un arrêt brutal. Très bien. Donc, la question de Najib, la question est, est-ce que le sevrage du tabac au Ramadan est une bonne idée? Le sevrage du tabac, le sevrage, moi je préfère parler de l'arrêt du tabac complètement. Vous savez, arrêter un mois, après, vous allez tomber dans le phénomène yo-yo, hein. Vous allez fumer encore plus après le Ramadan. C'est comme si vous n'avez absolument rien fait. Moi, ce que je conseille aux gens, mais franchement, arrêtez de fumer. Voilà. Je ne le dirai jamais assez. Arrêtez de fumer. Vous êtes en train de esquinter votre famille parce que, vous savez, aussi la cigarette, elle n'est pas aussi nocive pour la personne elle-même, mais aussi pour la famille. Vous avez des fumeurs passifs. Oui. Ben oui, fumeurs passifs pour l'entourage. Si vous avez des enfants à la maison, c'est vraiment destructeur, hein. Bonjour les bronchiolites, bonjour l'asthme, bonjour beaucoup de choses. Je l'ai dit tout à l'heure, le tabac, il est vraiment destructeur. Vous avez quelques 50 maladies qui vous pourchassent. Donc, réfléchissez à arrêter durant le mois de Ramadan. Alors, la question est la suivante. Comment expliquer que des personnes qui développent une certaine addiction aux boissons alcoolisées arrivent à s'en passer tout le mois durant? Ben, vous savez, ça dépend d'abord, vous savez, c'est des alcooliques, alcooliques, vous savez, il y a des buveurs occasionnels, il y a des buveurs continus. C'est exactement la même chose pour les gens qui prennent de l'alcool. Moi, je connais beaucoup de gens qui prennent l'alcool et ils en prennent durant le mois de Ramadan parce que l'arrêt est extrêmement difficile. Maintenant, vous avez des buveurs, des gens qui prennent de l'alcool de façon occasionnelle. Pour ces gens-là, franchement, il y a aussi, vous savez, dans la drogue, c'est assez complexe. Enfin, je parle de l'addiction en général. Vous savez, c'est la rencontre de trois choses, hein. Vous avez la disponibilité du produit. Alors, il y a le produit en lui-même, d'accord? Je fais le comparatif par rapport à la cigarette. La cigarette, elle est disponible. L'alcool n'est pas disponible. Donc, vous avez l'addiction en elle-même, la définition de Loewenstein. C'est quoi? C'est la personnalité, l'environnement et la disponibilité du produit. Si je mets ça en parallèle par rapport au tabac, le tabac est disponible, hein, c'est un produit licite qui se vend. Vous avez tous les ingrédients pour ne pas arrêter. Par contre, dans l'alcool, c'est différent. D'abord, l'alcool n'est pas disponible, donc il n'est pas à votre portée. Et en plus, si vous êtes un buveur occasionnel, au contraire, le mois de Ramadan, pour la majorité des gens, ne pose aucun problème. Ce n'est pas comme le tabac ou les autres addictions. Alors, la question de Saïd, certaines personnes sont-elles prédisposées aux addictions? Ben oui, effectivement, oui. C'est les trois vulnérabilités, c'est la prédisposition de la personnalité. Et maintenant, on parle même d'un soubassement génétique. Donc, il y a beaucoup de personnes, enfin une bonne partie de la population, qui ont une vulnérabilité individuelle, une prédisposition à être addict. Vous savez, il y a beaucoup de... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans les études par rapport au sucre, on menait à des vulnérabilités de famille, des familles qui sont consommatrices de sucre et des familles qui ne sont pas consommatrices de sucre. Mais bon, ça reste encore des pistes étiologiques et des hypothèses à fructifier. Alors, on a deux questions qui se ressemblent. Je vais vous les poser toutes les deux et vous allez répondre de manière générale. Alors, Sidali vous demande des conseils à donner aux automobilistes ainsi qu'aux travailleurs. Durant ce mois sacré, on constate d'énormes accidents dus à la fatigue, somnolence et manque de concentration. La deuxième question, quelles sont les astuces et comportements à adopter pour mieux gérer son stress, maîtriser ses nerfs, rester zen dans un environnement très provocateur, sachant que la patience a des limites? Ça, c'est quelqu'un de nerveux, hein. Oui, ben, surtout pour la deuxième question, elle nécessite une consultation. C'est pas évident. C'est pas évident de ménager son stress. Oui, mais c'est une bonne question, franchement. Écoutez, moi, je conseille aux gens de garder le seuil de stress au minimum, c'est-à-dire d'essayer, c'est très difficile de ne pas être stressé. Vous savez, les facteurs de stress, l'être humain, il est prédisposé à avoir 4-5 doses de stress. Mais aujourd'hui, quand on sort à l'extérieur, on est exposé à une cinquantaine de doses de stress. Donc, ce n'est pas évident. Ménagez-vous. Moi, je pense qu'une activité sportive, une hygiène de vie
et surtout tout ce qui est onde négative, tout ce qui est stress à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a quand même un stress familial, il y a un stress de l'environnement. Moi, franchement, ce que je conseille en priorité, c'est une activité sportive. Une activité sportive et éviter tous ces toxiques, tout ce qui est tabac, tout ce qui est alcool. Il faut essayer de se ménager au maximum, d'avoir une relative vie saine. Hein. Vous savez, s'occuper, comme on dit, l'oisiveté, comment on appelle ça, l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc, être oisif aujourd'hui, c'est malheureux quand on voit un taux de chômage très important, quand on voit la disponibilité des produits addicts, quand on voit, il y a beaucoup de, c'est pas évident. C'est une question qui est extrêmement difficile et une équation difficile. Par contre, je répondrai à la première question concernant les automobilistes. Moi, je dirais, ne prenez pas dans votre véhicule, c'est vraiment, il n'y a pas nécessité de conduire durant ce mois. Je vois des jeunes balader avec des voitures pendant des heures et des heures alors qu'ils n'ont absolument rien à faire avec la voiture. Et si vous avez vraiment si vous avez un ressenti de fatigue, garez. Il est préférable de garer et de faire une pause de 10 minutes, même de 5 minutes, de confier un peu le volant à quelqu'un qui est plus en forme que vous. Et voilà, on le constate, je reviens aux questions précédentes, c'est l'hygiène de vie. Je suis désolé, quand vous faites vos 7-8 heures de sommeil, je pense que vous allez garder votre calme durant la journée. Évitez l'excès de vitesse, évitez de faire la vitesse, ne vous précipitez pas. Même si vous êtes provoqué durant la route, prenez sur vous, il faut savoir encaisser. Oui, c'est une gestion difficile, quotidienne entre les automobilistes. Ce n'est pas évident avec aussi tous ces embouteillages qu'on est en train de voir, mais il faut savoir garder son calme durant le mois de Ramadan. Et surtout ne pas rentrer dans l'escalade et la provocation. Très bon conseil. J'ai une dernière question. Les aliments qui peuvent nous aider à être moins nerveux, moins irrités? C'est l'hygiène de vie, hein, l'alimentation saine. Hein. Moi, je conseille aux gens de prendre un peu tous ces adoucissants. Je conseille des tisanes le soir. Je conseille de prendre beaucoup de légumes, de ne pas manger trop de calories, prendre beaucoup de calories et éviter un peu tout ce qui est gras, toutes ces viandes et tout. Il faut avoir une alimentation saine. Moi, je le dis, hein, je l'applique sur moi-même. Une bonne alimentation, une alimentation variée, hein, j'allais dire, une activité sportive et un sommeil réparateur, un sommeil paradoxal, j'allais dire. Je crois que ce sont les meilleurs conseils que les meilleurs médecins au monde puissent donner à ses concitoyens. Merci beaucoup, professeur Majid Tabti. Je rappelle que vous êtes donc psychiatre et chef de service pédopsychiatrie à l'hôpital de Chiraga. Merci d'avoir répondu à mes questions et aux questions des internautes. J'espère que tout le monde y voit un peu plus clair. Merci pour votre temps et merci pour votre disponibilité. C'est moi, je vous remercie. Désolé pour l'incident tout à l'heure. Et puis, c'est vrai, en fin de journée, hein, peut-être aussi, les idées ne sont pas tellement enchaînées. Hein, il est presque 18 heures, on est un peu fatigué, mais c'est pas méchant. Il est 18h20. Je vous donnerai rendez-vous, Inch'Allah. On sera en meilleure forme. Mais en tous les cas, merci pour votre émission, j'allais dire. Je dirais à tous les Algériens, et surtout, prenez soin de votre famille et de votre santé.